Donc, cours 3, nomenclature inorganique et stoichiométrie. Commençons avec la nomenclature. PCl5, vous l'avez déjà vu au secondaire, on va appeler ça comment? Du pentachlorure de phosphore. Dès que vous avez affaire à des molécules, les molécules, vous le savez, ça peut être super gros, ça peut être super petit. Vous pouvez trouver du phosphore avec seulement que 3 fluors, tout comme vous pouvez trouver du phosphore avec 5 fluors. Fait qu'on peut pas juste dire... Mais on ne peut pas juste dire, donc, fluorure de phosphore, parce qu'on ne saurait pas lequel des deux nous concernerait. Et puis, on pourrait avoir quelque chose de pire. Hein? On pourrait avoir une lignée de phosphore comme ça, avec tout plein de fluor autour ou de chlorure. Vous savez qu'ils vont réagir sensiblement de la même façon. Fait que là, lui, il peut faire jusqu'à 5 liaisons. Quand on a affaire à des molécules, il faut donc être capable de distinguer de quelles molécules on parle. On ne peut pas juste nommer les éléments à l'intérieur, il faut dire il y en a combien. C'est pour ça que dans la nomenclature des molécules, il faut compter, il faut savoir compter. Donc, dans ce cas-ci, ça serait pentachlorure de phosphore. N'oubliez pas à l'examen, il faut mettre les doublets d'électrons, il ne faut pas les oublier. Fait que si vous rencontrez du B2Cl4, on va dire que c'est du tétrachlorure de bore. SO2, là, ça va être une des exceptions. On ne dira pas du dioxure de soufre, ça aurait l'air fou, hein, s'il vous plaît. On va dire dioxyde de soufre. Fait que, regardez bien, on nomme donc l'atome qui est à la fin de la molécule, on lui rajoute ure, ensuite on dit de, puis après ça on nomme le premier atome. Fait que c'est pour ça le pentachlorure de phosphore, le tétrachlorure de dibore, mais on a 4 exceptions. On ne dit pas oxure, on dit oxyde. On ne dit pas soufrure, ça fait mal. On dit sulfure, on ne dit pas azoture, on dit nitrure, comme nitrogen en anglais. Puis on ne dit pas phosphorure, on dit phosphure. Mais c'est nos 4 exceptions. Donc on va dire dioxyde de soufre, on va dire décasulfure de tétraphosphore, puisqu'il y en a 10, et là il y a 4 phosphores, et on va dire oxyde de diazote. Fait que grosso modo, c'est les mêmes règles que vous avez vues au secondaire, c'est très simple. Vous avez juste à savoir compter et à nommer les molécules, rajouter un petit ure de pincé avec le petit doigt en l'air. Vous allez avoir à nommer des ions. On l'a vu d'ailleurs avec l'examen, on parlait de oxyde de cuivre, on parlait de oxyde de mercure 2. Vous allez rencontrer des ions, il va falloir qu'on parle la même langue. Donc, ion, c'est un atome chargé. Fait qu'il peut être positif, négatif, il peut être 2+, 14+, on l'a vu, il peut être moins 2 tiers. Ça, c'est un ion. On va distinguer 2 types d'ions. Les cations vont être positifs et les anions vont être négatifs. Déjà là, ça va nous aider. Ensuite, lorsque vous avez à nommer un ion, tous ceux qui sont à gauche du tableau périodique sont super faciles. Par exemple, Ca2+, on va dire ion calcium. K+, on va dire ion potassium tout simplement. Et ceux qui sont à droite du tableau périodique, ils deviennent négatifs. On va parler d'ion chlorure, ion sulfure, ion nitrure. On va rajouter le fameux ure comme ça. Là où ça va être compliqué, c'est lorsqu'un atome est capable de prendre plusieurs charges. Vous vous en souvenez, dans le tableau périodique, la première colonne, ils deviennent plus parce qu'ils veulent perdre leur électron de valence pour être stable, pour être comme leur gaz rare le plus proche, comme par exemple le lithium en perdant son électron de valence, il se ramasse avec 2 électrons, comme l'hélium qui est tout proche de lui. Le sodium, en perdant son électron, il va ressembler après ça comme le néon. Le potassium va ressembler à l'argon en perdant son électron. Fait que lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, francium, eux autres vont tous devenir 1+. Lorsqu'ils s'ionisent, ils deviennent des anions. Le barium, magnésium, calcium, strontium, barium, eux autres deviennent 2+, alors que fluor, chlore, brome, iode, astate, eux autres deviennent moins. Ils veulent acquérir un électron pour ressembler à leur gaz rare le plus proche. L'oxygène, le soufre, le sélénium ont à acquérir 2 électrons, eux autres c'est 2-. Fait que vous voyez la logique. Eux autres c'est 1+, 2+, 3+. Eux autres c'est -1, -2, -3. Puis la gaine du carbone, ils peuvent être soit +4, soit -4. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant si vous avez un atome de fer? Est-ce qu'il va devenir 2+? Est-ce qu'il va devenir 3+? Le manganèse est quelque chose, je pense qu'il peut être +7, il peut être +3, il peut avoir tout plein de charges différentes. Il faut donc le préciser. Fait que, si je vous parle de l'ion sodium ou l'ion chlorure, vous le savez tout de suite, ils ont des charges de +1, -1.
Cependant, si je vous parle de l'ion fer, ou tiens, comme l'ion cuivre de tantôt, hein, il était écrit ion de cuivre 2, ben c'est juste qu'il y a 2+. C'est super simple. Fait que si je vous parle de l'ion fer 3, ben c'est juste que c'est du Fe3+. Ion fer 2, en romain, en écriture romaine, entre parenthèses, ben c'est juste Fe2+. Fait que Fe2+, c'est ion fer 2, ion Fe3+, et ion fer 3. L'argent fait partie des 3 exceptions que vous devez apprendre par cœur. Mais comme vous avez droit à tout ce que vous voulez pour l'examen, ça devrait être pas si pire. Donc, à apprendre par cœur, l'argent, le zinc et l'aluminium. Eux autres sont plus, 2+, 3+. C'est assez facile à souvenir parce que vous vous souvenez, le lithium est positif, la gaine du magnésium est 2+. Ensuite, dans la colonne de l'aluminium, ils sont 3+. Fait que l'aluminium, lui, peut avoir qu'une seule charge, ou presque, c'est 3+. Et là, on descend une espèce d'escalier, mais qui va dans l'autre sens de notre escalier habituel. Le zinc est toujours 2+, et l'argent est toujours 1+. Fait que le cuivre qui est au-dessus, l'or qui est en dessous, eux autres, ils ont des charges qui peuvent changer, mais habituellement, l'argent est toujours plus, le zinc 2+, et l'aluminium 3+. Fait que lorsque vous voyez ion fer, il faut le spécifier sa charge, mais l'ion argent, non, parce qu'il est toujours, ou presque, positif. Fait qu'on dit simplement ion argent. Donc, grosso modo, quand on connaît la charge, pas besoin de la préciser, mais lorsque la charge peut changer, il faut le préciser. Donc, c'est pour ça qu'à l'examen, je vous parlais de l'oxyde de mercure 2, bien, c'était donc du Hg2+. L'oxyde de cuivre 2, bien, c'était du Cu2+. Et avec les charges, on va être capable de retrouver quelle était la molécule. On pourrait s'amuser à le faire d'ailleurs tout de suite, l'oxyde de cuivre 2. Donc, dans notre oxyde de cuivre 2, on sait qu'on a du Cu2+, et l'oxygène, lui, on peut le mettre ici, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence, fait qu'il veut en acquérir 2, fait qu'il va être 2-. Fait que ça va prendre un cuivre pour un oxyde, fait que ça va être du CuO, comme ceci. Dans le cas de l'oxyde de mercure, le mercure était Hg2+, parce que c'était oxyde de mercure 2. L'oxyde, lui aussi, il devient 2-. Fait que ça nous prend un Hg pour un O, fait que ça fait du HgO. Les plus complexes, ça serait du sulfure de fer 3. Donc, le fer est 3+. Le soufre commence avec 6 électrons de valence, qui est dans la même colonne que l'oxygène, donc il veut acquérir 2 électrons, il va être 2-. Ça va nous prendre combien de fer pour satisfaire les charges du soufre? Ce ne sera pas évident, là. Probablement que ça va nous prendre 2 fers. Hein, ils vont arriver avec une charge totale de plus 6 et 3 soufres. Parce que chacun d'eux arrive avec une charge de moins 2. Et comme ils sont 3, ils arrivent avec une charge de moins 6. Et là, ça devient équivalent. Les soufres vont avoir acquis 6 électrons et les fers vont avoir donné 6 électrons. Fait que c'est peut-être un peu plus complexe comme ça, mais il y a moyen, donc, avec leur charge, de trouver il y a combien d'atomes dans votre composé ionique. Si on veut le faire à la longue, mettons qu'on prend je vous propose de l'azote, qui commence avec 5 électrons de valence, puis je vous propose aussi qu'on prenne du magnésium. Le magnésium, lui, a 2 électrons de valence, puisqu'il est dans la deuxième colonne. Si on avait à déplacer tous les électrons, le magnésium, lui, va perdre ses électrons, puisqu'il il ne tient pas beaucoup à ses électrons. Il est très à gauche du tableau périodique. Il ne retient pas ses électrons, contrairement au sodium qui lui attire beaucoup les électrons de valence. Fait que le magnésium va perdre ses électrons. Il va devenir 2+. Et le sodium va arriver à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Il n'a pas encore atteint l'octet. Fait qu'il va rencontrer un autre magnésium. Il va aller voler un électron. Pas drôle, la cour d'école des atomes en chimie. Le magnésium a perdu un électron au profit de l'azote, et là, lui, devient stable avec 3-. Stable parce qu'il a atteint l'octet. Il ressemble à son gaz rare le plus proche. Mais notre magnésium qui est ici, il y a encore un électron dont il veut se débarrasser. Fait qu'il va rencontrer un autre azote. Il va donner son électron à l'azote, et là, il va être stable, 2+. Il est comme son gaz rare le plus proche. Hein, sa dernière couche est donc complète. Mais notre azote ici,
il n'est pas encore stable. Il a encore besoin d'électrons. Fait qu'il va rencontrer un autre magnésium qui lui arrive avec ses 2 électrons de valence. Lui, il en manque 2. Il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'il va perdre un électron ici, un électron là. Il va devenir 3-, lui 2+. Il va avoir perdu tous ses électrons. Tout le monde est stable. Tout le monde ressemble à son gaz rare le plus proche. Donc, on va avoir 3 magnésiums pour 2 azotes. Donc, ça va être du nitrure de magnésium. Puis, on n'aura pas besoin de le nommer. Hein, contrairement au secondaire, là, je pense que vous disiez du dinitrure de trimagnésium. Mais dans ce cas-ci, c'est comme dire monter en haut. C'est un pléonasme. Ou descendre en bas, à moins que vous descendiez en soulier. Fait que quand on dit dinitrure de magnésium, c'est pas nécessaire. Parce qu'on le sait que ça va être 2 azotes pour 3 magnésiums. Hein, il y a tout le temps 2 azotes pour 3 magnésiums. Donc, c'est pas nécessaire de le mentionner. Fait que ici, ça va être oxyde de cuivre 2, oxyde de magnésium 2. Ici, ça va être sulfure de fer 2. Puis pas besoin de préciser il y en a combien, parce qu'on sait qu'avec du fer, de fer 3. Parce qu'on sait qu'avec du fer 3, ça fait toujours Fe2S3. Donc, pour les molécules, c'était super important de nommer il y avait combien d'atomes. Ça reste comme au secondaire. Mais dès que vous arrivez avec des composés ioniques, donc vous avez un non-métal avec un métal, là, c'est important. Vous ne devez pas nommer il y en a combien. Puisqu'on le sait, on va le déduire. Ça va toujours donner du Mg3N2, du Fe2S3, du HGO, du CuO. Ça reste toujours la même chose. Ça serait des pléonasmes que de dire du dinitrure de trimagnésium. Donc, lorsque vous avez des molécules, il faut nommer il y en a combien. Lorsque vous avez des composés ioniques, non. Cependant, il faut peut-être nommer il y a combien de charges si ça fait partie des atomes dont le nombre de charges peut changer. On l'a vu ici. Tous les atomes qui n'étaient pas écrits, bon, on peut faire ça encore plus simple. Là. Les atomes qui sont ici dans le cœur du tableau périodique, des métaux de transition, il faut nommer c'est quoi leur charge, sauf le zinc et l'argent et l'aluminium. Donc, on dit ion argent. Et là, après, ça nous permet de nommer justement les composés ioniques binaires. Fait qu'on va dire bromure de calcium, sulfure de lithium et sulfure de cuivre 1. Dans ce cas-ci, Cu2S, on peut essayer de se le dessiner. Cu2S. On sait que le S, lui, est 2-, puisqu'il est dans la colonne de l'oxygène. Il a acquis 2 électrons, donc il va être chargé à 2-. Ça veut dire que si le composé est neutre, chacun d'eux avait une charge de +1, puisque ça en a pris 2 pour arriver à -2. Donc, sulfure de cuivre 1. Donc, si vous voyez Cu2S, c'est du sulfure de cuivre 1. Fait qu'il faut se pratiquer. Dans les examens des années passées, vous pouvez aller faire la question 1, C, D, E, F. C'est souvent, soit dans C, soit dans D, soit dans E, soit dans F, il y a une question où il faut retrouver c'est quoi la molécule ou le composé ionique. Puis dans ce cas-ci, c'était la C. Dans l'examen 3 de 2019, question 1, question C, oxyde de cuivre, il fallait retrouver c'était quoi.